Allez, sans transition, je vais vous mettre l'édito. Mais si vous aimez bien ce générique, eh ben, je vais le repasser. Alors, hop, hop, hop. Allez, il est où le fichier? On se professionnalise, Rayad, allez. Et là, tu dis pourquoi. Alors déjà, je serais ukrainien, je serais pas confiant parce que les Nord-Coréens, ils m'ont l'air d'être déterminés. Là, si tu les envoies à l'assaut, je pense que voilà, ils sont assez motivés. De toute façon, ils ont intérêt, hein, sinon soit ils rentrent pas au pays, soit ils rentrent. Et puis bon, le résultat est le même. Mais alors je vois de suite les gens dire ouais, mais les Russes ont tellement de pertes qu'ils sont obligés d'aller chercher des Nord-Coréens. Non, 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 non. Les Russes ont suffisamment de troupes, sauf qu'ils veulent pas les bouger parce qu'ils ont compris qu'il y avait un conflit d'envergure qui se préparait. Que la guerre en Ukraine, c'était un peu la guerre d'Espagne, qu'il fallait se préparer pour ce qui suivrait. S'ils ont sous-traité aux Iraniens et aux Nord-Coréens, c'est parce que c'était des secteurs de niche qu'eux n'avaient pas, qu'ils avaient négligé, notamment le drone, et on voit bien aujourd'hui que les Russes, en quelques mois, voilà, ils ont repris une licence, ils ont pris une technologie, c'est pour gagner du temps, c'est pour pas perdre de l'argent en recherche et développement, ils te font des drones maintenant qui te balancent des trucs, des charges explosives 50 kilos sur des tourelles de char. C'est pas mal quand même. Ça coûte pas cher. Il faut un javelin d'habitude. Un javelin, ça coûte beaucoup plus cher. Donc les Russes, ils les ont, les troupes. C'est juste qu'ils sont allés chercher, là, voilà, les missiles balistiques coréens ou les munitions coréennes. Je rappelle encore une fois que les munitions, c'est des denrées périssables. Et que tous les X temps, il faut les changer. Donc tu es obligé de désamorcer, comment dire ça, tu es obligé de t'occuper des munitions en fin de vie. Alors tu récupères des choses que tu replaces dans les nouvelles, les corps, les trucs comme ça, et encore il faut voir, mais il y a des choses que dont tu dois te débarrasser, ça coûte cher. Tu les jettes pas à la poubelle. Il y a un procédé de traitement. Donc les Coréens, ils ont plein de stocks, mais ils s'en servent pas, et puis ils arrivent en fin de vie. Les Russes, ils en ont besoin immédiatement, donc ils peuvent servir. Ben voilà, voilà, donne-moi une technologie, je te donne 1 million d'obus. Comme ça, c'est évite d'en acheter. Ou d'en produire, je veux dire. Voilà. Et en même temps, en packaging, regarde, je t'envoie des hommes, et c'est là où je pose la question. Est-ce que c'est les Nord-Coréens qui se préparent à la guerre en mer de Chine et qui envoient des troupes s'aguerrir, parce que là, il n'y a rien de mieux pour s'aguerrir? Ou est-ce que c'est les Russes qui n'ont pas envie, ont vite envie de finir la poche de Koursk, et n'ont pas envie d'engager des troupes qui gardent pour ailleurs? Ils se préparent pour autre chose. Voilà, il n'y a aucune faiblesse des Russes, on voit bien que les Russes avancent. Donc la question, elle est là. Et là, à ce moment-là, tu vois, c'est ce truc qui fait que on a deux aires géopolitiques connectées à travers la Corée et la Russie. Alors si les Ukrainiens ils avaient une légion de volontaires, là il y a des troupes quand même qui m'ont l'air d'être sévèrement, qui m'ont l'air d'être solides. Donc je pose la question. Voilà, c'est comme ça que tu fais de l'analyse, tu vas chercher des liens. Ça c'est pour le début. Moscou a multiplié les menaces envers l'OTAN. Bah ouais, l'OTAN est en train d'armer, voire même l'attaque, hein, de manière à peine dissimulée. Aujourd'hui, regarde ce qu'ils te disent. Mais jusqu'ici, on a toujours eu l'impression que Vladimir Poutine ne mettrait pas ses menaces à exécution. Est-ce que quelque chose a changé? Arrêtez de faire croire qu'il dirige tout, il a la pression et la ligne rouge, c'est des missiles longue portée. Un Kursk, déjà, il a du mal à l'avaler, d'après ce qu'on nous dit. Voilà, donc à force d'être provoqué, il réagit, mais comme vous êtes des tordus, vous faites passer la réaction à une attaque première plutôt. Voilà. Je vais provoquer des gens, ils me tapent, après je fais la victime en disant ils m'ont tapé. Pourquoi? Tu vois, on revient toujours à cette histoire de 7 octobre. Rappelle-nous avant les causes qui ont entraîné ça. Bah non, ça le met dans l'embarras le type. Puisqu'à ce moment-là, ça sera beaucoup plus nuancé. Et il n'y aura pas forcément un parti plus propre que l'autre. Donc il a toujours intérêt à te montrer le bout de film qui l'arrange. Tu vois, c'est un peu comme les footballeurs. Tu vois, leurs agents, ils vont te montrer des vidéos d'eux, mais ils vont te montrer les moments où ils sont à leur avantage. Ils vont pas te montrer tout le match, par exemple. Donc ça fait que des fois, tu embauches des types, tu aperçois que c'est des chèvres. C'est arrivé. Moi, je me pose la question et j'ai pas forcément la réponse, mais là, c'est des signes inquiétants parce qu'en même temps, l'ère géopolitique ukrainienne et russe, elle est liée à l'ère Moyen-Orient, Proche-Orient, où là aussi c'est parti loin, quoi. Voilà, premier thème. Après, on reviendra un peu sur la carte russe. Hein. Je pense que je prendrai une carte
Ah, de minuit, 1h du matin, hein, on est le 21, ça compte. Ben, on va redémarrer avec le classique Google International, hein, donc la difficulté, conflit au Proche-Orient, Israël franchit toutes les lignes rouges. Ah, c'est maintenant que vous en parlez. Bah, c'est bien, c'est voilà. Et encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? Si, on va parler de Sinwar. Il y a quand même des choses qu'on peut voir tous, hein, des faits objectifs. C'est que lorsque le Hezbollah ou le Hamas bombarde, c'est souvent sur des militaires, c'est par accident sur des civils. Bon, vous allez me dire, le 7 octobre, c'était pas vraiment des civils, mais bref. Alors que de l'autre côté, ça se vend sur des civils. Première chose. C'est important de le constater. Et deuxième chose, Nasrallah, il est mort au combat, comme un bonhomme. Et je vais me mettre à sa place, hein, qu'on comprenne bien. Lui, il a réussi sa vie. Il a pratiqué sa foi, il a défendu sa cause, fièrement, crânement. Il a infligé des coups, et il est mort comme un bonhomme. C'est la meilleure mort qui puisse lui arriver. Vaut mieux ça que être Najib Meki machin, là, du Liban, qui est un sunnite, bizarrement. Yahya Sinwar, c'est le chef du Hamas. Le gars, il n'était pas dans une boîte de nuit avec 2 prostituées, il était dans les tunnels, avec sa famille. C'est des vrais chefs, ça. Que t'aimes ou t'aimes pas. Il est mort en se battant, il a été blessé à la fin, moi ça me fait de la peine, parce que c'était une bête blessée à la fin, il n'a même pas la force de lancer le truc. Il est mort au combat. Voilà. En face, ils sont où? Leurs fils sont où? Ils font quoi? Les fils à Nasrallah, ils sont morts au combat. Sa fille est morte au combat, elle était dans le QG. Elle participe au combat, à sa manière. C'est tout. Tu t'en fais ce que tu veux, hein. Mais quelque part, le gars qui avait durci le truc et qui refusait le cessez-le-feu, il était en bas, lui. Donc c'est un martyr. Ça va galvaniser les gens. Après, le fait qu'ils aient chopé Sinwar, qu'ils ont pu le localiser, qu'il y a eu des escarmouches qui se sont enfuis, parce qu'ils se battaient dans un groupe de combat, le gars. C'est leur chef. Encore une fois, les gars savent tout ce que font leurs adversaires. Mais il y a des taupes forcément très très infiltrés. Après, il y a aussi la dureté de la guerre qui fait que il y a des gens qui craquent et qui commencent à balancer. Mais bon, voilà, eux ils tuent des chefs nobles. Et mais Sinwar, si tu lui avais proposé une mort, il aurait pris une mort au combat, comme celle-là, une mort digne de combattant. Il est où le fils Netanyahou? Ils font quoi les fils Fabius? François Hollande est sur son scooter? C'est ça les chefs de l'autre côté? Kamala Harris, la meuf c'est une baudrue juive. C'est ça les chefs de l'autre côté? C'est marrant aussi, lorsqu'on regarde bien, d'un côté on a des gens quand même assez dignes, comme Poutine, qui représente quand même quelque chose d'intéressant. Xi Jinping, que j'apprécie pas forcément, mais enfin bon, il fait digne, quoi, il fait pas dissolu. Erdogan, il fait digne. T'aimes ou t'aimes pas, mais c'est pareil. Et puis, de l'autre côté, regarde, c'est des acteurs. Macron, excuse-moi, il est avec un vieux trable. Enfin, non, je crois, hein, je suis pas sûr après, mais bon, moi j'ai l'impression. Obama, le mec, c'est un acteur, il a été formé par un acteur. Allez voir l'histoire d'Obama, il était formé en 2002, ils ont commencé à le former par un acteur qui a tout balancé, c'est un témoignage public. Enfin, tu vois la différence un petit peu de noblesse? Donc ouais, non, tu peux tuer tous les chefs du Hamas. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez plus avoir le nom du chef. C'est comme ça que ça va se faire. Et vous serez dans la merde, c'est tout. Et vous tuez des chefs, ils sont là les mecs. Ils combattent encore. Et je rappelle que les incursions au Liban, écoute, South Front est ton ami. Et il veut se mettre tout le monde à dos. Donc quand je vois la presse là qui commence, oui, Biden, pour l'instant on en est à quelques-uns qui osent un peu se plaindre comme Macron, et encore que je me demande si c'est pas du jeu, pour calmer un petit peu les populations occidentales, commence à dire faut arrêter le génocide là les gars, c'est un génocide, et Biden l'hypocrite qui continue à leur envoyer des armes, des commandos, alors que pendant ce temps des villages libanais sont rasés de la carte, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est BFM. On voit même la presse qui commence à balancer des trucs, donc voilà. Mais Netanyahou, il veut se mettre tout le monde à dos. Encore une fois, tu crois ou pas, l'eschatologie. Il veut que les 70 nations, à savoir toute l'humanité sauf les Juifs, donc attaquent Israël. Comme ça provoque l'arrivée du Mashiach. Tout ça, quoi. Voilà.
Donc ils vont continuer, si tu les arrêtes pas, ils continuent. La finoule, elle sert à rien, elle n'a jamais servi à grand chose. La finoule se fait tirer dessus, c'est des soldats. Il n'y a que les Italiens qui ont dit qu'il faut répliquer. C'est bon. Et encore, ils ont dû dire à Mélanie, calme-toi, sinon on va te faire un truc, on va te monter une crise ou un truc comme ça. Mais leurs propres soldats se font tirer dessus, les mecs, ils osent rien dire. Encore une fois, on voit qu'ils dominent dans le monde. Je veux dire, mais qui peut se permettre ce que fait Israël depuis un an? Même les USA, ils osent pas. Non, mais même les USA, ils l'ont fait, mais vite fait en Irak, quoi. Après, ils sont restés, mais tu vois, ils massacraient pas tous les jours. Hein. Ils se faisaient tirer dessus tous les jours, plutôt. Alors, on revient à l'international, hein, mais bon. Voilà, donc, encore une fois, oui, Sinwar est mort comme un Après, tu peux apprécier ou pas, tout. Puis, il faut arrêter le terrorisme. Terroriste, c'est complètement stupide, terroriste. Qui sème la terreur en ce moment? Faut arrêter. Hein? Arrêtez de jouer avec la signification, arrêtez de tout voler, tout inverser, les terroristes. Mais attends, est-ce que quand tu bombardes la banlieue de Beyrouth hyper dense avec plein de familles, est-ce que c'est pas toi le terroriste? Sans raison, ils t'ont rien fait les Libanais. Les gens là que tu tues, ils t'ont rien fait. C'est marrant, on n'en parle pas, ou alors quasiment comme si c'était une ruche, des abeilles, des fourmis, en groupe, en grappe. Vous avez vu Je vous la montre pas, c'est dégueulasse. Il y a des Palestiniens, ils ont perdu 5 générations. 4 générations il y avait dans la famille. D'un coup, le mec, il a tout perdu. Sa femme, sa fille, sa mère, sa grand-mère. C'est ce que je dis. Elle est où l'humanité? La finoule, elle accuse, mais la finoule, elle se fait tirer dessus. Voilà, ils rentrent en Syrie, ils rentrent partout. Voilà, donc oui, ils ont franchi toutes les lignes rouges, c'est gentil de s'en rendre compte, mais ce serait bien peut-être de faire quelque chose, parce que pour l'instant, les seuls qui font quelque chose, ils sont là, ils sont au front et ils meurent, quoi. Voilà, la Moldavie, comment dire, je m'en balance, voilà, je vais vous le dire rapidement, poliment, je m'en balance un peu de la Moldavie. Une catastrophe humanitaire qui continue à Gaza, mais c'est quasiment, c'est l'Holocauste. Des dizaines de manifestants pro-européens à Tbilissi. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques drivés par Soros veulent votre prospérité? Non, ils veulent rentrer dans l'Europe pour gratter du pognon et détourner de l'argent. Voilà. Enfin bon, bref. Voilà. Ben ouais, ils redoutent une nouvelle invasion russe. Ça sent voilà, encore une fois, putain, les reportages à charge. Il y a un gouvernement en Ukraine qui a été élu par la majorité des gens, qui est un peu pro-russe, et qui veut que son pays reste stable et continue à garder des bonnes relations avec la Russie, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, sinon les Russes leur cassent les couilles. Donc ils sont assez pragmatiques, on va dire, ce gouvernement. Et il est mis en cause par des gens qui finalement ne sont pas la majorité, juste parce qu'eux, ils veulent que la Géorgie soit ferme face à la Russie. Mais vous allez encore perdre des bouts d'Abkhazie, les gars. Allez voir ce qu'est l'Abkhazie, vous allez comprendre. Hein, parce que les Russes se sont entraînés avant l'Ukraine, c'était la Géorgie. L'Abkhazie, l'Ossétie du Sud. Si, rappelez-vous, Saakashvili, 2008, c'était une sorte de Zelensky. Tout l'Occident l'avait chauffé, en lui promettant une adhésion à l'Union Européenne, il l'avait chauffé pour que ce type, une nuit, il se met à bombarder les Ossètes, qui sont des séparatistes. Hein. La Géorgie revendique ce territoire qui est à elle, comme l'Abkhazie. Et au sein de ce territoire, donc c'est pas des Alains, c'est un peuple, hein, je crois que les Géorgiens c'est des Alains, c'est des Ossètes, et les Ossètes se revendiquent russes. Donc eux, voilà, ils étaient séparatistes, un petit peu comme le Donbass. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à les bombarder. Les Russes intervenaient immédiatement et l'Ossétie était intégrée à la Russie. C'est exactement l'histoire de l'Ukraine, mais en 2008. C'est là où Poutine a commencé à comprendre que ses partenaires européens n'étaient pas ses amis. Alors, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a parlé du Nigeria. Le Nigeria qui apparemment en a marre de Babylone, et d'un coup, on voit des camions plein d'essence exploser au Nigeria. Je vous avais dit que, comment il s'appelle, Boko Haram et ses amis djihadistes, voilà, ils allaient redoubler de travail. À chaque fois que tu as un pays qui essaie de... Alors, si, on a quelque chose. Attendez, on a quelque chose. Daesh, qui exige... Alors, attends. Daesh... Libération des otages israéliens. Alors là, j'ai pas compris. C'est comme les Antifa contre Youssef Indy. Ah, merde. Là, je te la fais en live, t'as vu, t'entends le bruit des touches et tout, c'est limite une pub. Ça, par contre, attends, ça c'est de la merde. Daesh. Voilà, allez, go. Si, j'ai l'image.
mais peut-être pas ici. Bref, on a Daesh qui a demandé, qui ont exigé que les otages, que le Hamas devait relâcher les otages israéliens. Alors, c'est pas paru partout, mais c'est assez rigolo quand même. Et oui, c'est assez rigolo, parce que tu as les Israéliens qui essayent de faire croire que les groupes de résistance sont des groupes terroristes, et ils essayent de les faire assimiler aux islamistes que eux manipulent, et d'un coup, ils voient que ça marche pas, ils sortent Daesh. Mais là, je comprends pas le mouvement, quoi, parce que Daesh, qui va demander au Hamas de relâcher les otages israéliens, c'est quand même bizarre comme coup. Bah déjà tu montres que t'es pas musulman, normalement tu devrais combattre Israël, t'as jamais combattu Israël et les USA, ou alors t'as fait semblant, déjà, donc on s'aperçoit vite que t'es un groupe manipulé pour détruire le monde arabe, mais là ce mouvement je comprends pas, tu te trahis, et puis tu rends le Hamas sympathique aux yeux des neutres. Donc voilà, donc l'image je ne l'ai pas là parce qu'elle est sur l'autre ordinateur, mais vous trouverez ça aisément. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est comme les Antifa qui attaquent Youssef Indy. Les Antifa, ils devraient pas être au service d'Israël. Sauf que là, ils bug et ils parlent que d'antisémitisme en se voilant la face sur ce que fait Israël. Vous avez vu un peu la dissonance? Le mec, il a à poil, le pantalon baissé, il se fait enfiler et il continue à beugler sur des gens qui passent. Tu vois, ou je la refais en plus propre ou en plus sale. Le gars qui t'emmerde parce que t'as jeté un papier par terre, ce qui est pas bien, alors qu'à côté de lui, t'as des mecs qui balancent des poubelles. Mais eux, ils leur disent rien. Au contraire. C'est ça, parce que les Antifa qui vont traiter Youssef Indy d'antisémite, alors que depuis le 7 octobre, on voit des massacres qui sont tous sauf antisémites, hein, parce qu'ils sont plutôt de l'autre côté. C'est pareil, c'est des mouvements qui me paraissent incompréhensibles. Parce que ça apporte rien, on dirait des suicides. Bah oui, aujourd'hui, il y a 10 ans, tu disais, attends, les groupes islamistes, apparemment, c'est des services secrets du Golfe qui les manipulent par chir interposé, et ces services secrets du Golfe font le jeu de Babylone et des Américains ou des Israéliens qui aussi manipulent certains groupes à leur manière. Il y a 10 ans, on nous traitait de fous, de complotistes. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça, et tu vas te dire, bah ouais, on le sait, hein. On l'a vu, hein, ce qu'ils font, c'est vrai. Hein. Ou alors, ils ont châtié des pays européens qui n'étaient pas assez... C'est pour ça que la France est soumise, peut-être qu'ils ont peur de l'attentat islamiste. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé leurs frontières là, parce que Macron a critiqué Israël, et comme lui, il sait qu'Israël drive ses groupes d'une manière ou d'une autre, hein, parce que c'est à peu près le maître du monde, là, en tout cas c'est l'impression qu'il nous donne. Voilà. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre, mais on est dans le monde du en même temps. Alors, Emmanuel Macron, faut que tu m'expliques un truc. Un jour, tu demandes à Netanyahou d'arrêter, tu te montres comme hostile au gouvernement israélien. Le lendemain, tu t'en prends au Hamas en mélangeant tout. Parce que pourquoi tu veux faire une coalition anti-Hamas? T'es palestinien, t'es israélien. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'as pas un pays à t'occuper? Non, tu dois t'occuper. Donc, même en diplomatie, le type, il a en même temps ce qui la rend illisible. Et là, on parle juste technique, on parle juste de la forme. Là, tu es censé être ou neutre, ou pour l'un ou pour l'autre. Et toi, tu arrives à faire les trois en même temps. Donc, tu te fais les trois, c'est 3 fois 3 ennemis. Je veux dire, diplomatiquement, tu es incohérent. Ou alors, c'est, je sais pas, des fois c'est toi qui dirige, t'oses dire tes trucs, et puis après on te téléphone, tu changes de position, je sais pas ce qui se passe. Il y a un timbré, le mec, il fait un truc, il fait son... Mais depuis le début de son mandat, ça aussi c'est une constante, quoi. Le en même temps, ou le contradictoire, il te dit un truc, il fait l'inverse. Il a encore peu critiqué Israël, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait le type raconte n'importe quoi juste pour exister. Tu sais, c'est comme sur YouTube, le mec c'est un troll en fait. Voilà. Donc là, pendant que ça massacre des Palestiniens, tout ce qu'il a à faire, cette espèce de merde, il n'y a pas d'autre terme, lui, il propose une coalition contre le Hamas. Alors les Israéliens l'insultent et insultent la France. C'est marrant, les rabbis israéliens qu'on voit sur YouTube, c'est marrant parce que quand tu les écoutes dans la durée, ils changent des versions en fonction de la politique du moment, tu vois. Un jour la France c'est bien, le lendemain c'est le pire ennemi, alors qu'il y a quelques années Ravdinovitch c'était la Pologne, non? Tu prétendais que c'était la Pologne, puis des fois c'est l'Allemagne, puis maintenant c'est la France, le pire ennemi.
Après, des fois, c'est les pays arabes. C'est en fonction de la politique israélienne. En fait, vous êtes des raves très politiques. C'est le Talmud ou c'est un tract électoral que vous interprétez? C'est rigolo. Et puis, il y a la constante aussi, dès que tu te permets le début du quart d'une petite critique, même si tu leur as livré des armes, de l'argent, t'as tout fait, ils t'insultent, ils te détruisent, quoi. Tu dois être esclave, mais à 100%. Ça aussi, c'est une deuxième constante. Et puis la troisième, encore une fois, une grosse partie de la communauté séfarade française qui soutient Israël, quoi qu'elle fasse. Ces gens-là, voilà, ne vous attendez plus à la bienveillance et comment dire, en gros, vos histoires d'antisémitisme et de Shoah, on en a rien à foutre, en fait. Parce que vous en avez rien à foutre du monde, je vois pas pourquoi nous, on devrait faire, voilà, encore une fois. Alors arrêtez de nous casser les couilles avec ça, désolé. Ils sont timbrés, t'as une espèce de malades d'extrême droite qui sont en train de tuer des gens dans la région, où ils sont en train de provoquer un conflit, et t'as trois mecs là qui viennent te dire « Ah, c'est important l'antisémitisme ». T'es complètement con, mec. Le monde, il est en train de partir en couille. Vous êtes en train de tout abandonner. Il y a les 10 qui cèdent, les Russes vont partir en guerre, tout le monde va partir en guerre, et toi, t'es là, tu viens me parler de l'antisémitisme. Non, j'en ai rien à foutre, en plus. Tu crois que je pense à ça? Voilà, le gars, l'objectif, une triple objectif, exprimer la solidarité de la France avec l'État hébreu et réclamer il t'aime pas, pourquoi tu continues? Le mec il te crache dessus, tu continues à le tailler, on va le dire comme ça. Pitoyable. Chaque jour il creuse le mec. Gilles Kepel, les attentats du 13 novembre, tais-toi. Le mec laisse tomber, Là, vous connaissez Gilles Kepel? Putain, c'est... Captain Constate. Voilà. Allez, on pousse un peu. L'armée frappe des infrastructures en Syrie. Mais c'est partout. C'est Martine à la montagne, Martine à la mer, Martine à la campagne, Martine à la ville, Martine au village, Martine en Syrie, Martine nique tout partout. C'est... Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Macron, il arrive en Jordanie. Il est partout, ce Macron. Avec la rencontre avec le roi Abdallah. Waouh. C'est quand même l'événement de l'année, hein. En diplomatie, hein, non, je rigole. L'émir du Qatar à Paris en pleine négociation sur les otages du Hamas. Avec qui? Avec Nicolas Sarkozy, non? Vidéo d'une otage française. Voilà, là par contre, ils vont te montrer des vidéos, elle s'appelle machin, elle aime la philatélie, ils humanisent un maximum, ils individualisent, hein. C'est le propre de l'être humain d'être individualisé. Ils individualisent d'un côté, voilà, la vidéo. Montre-nous des vidéos de Palestiniens... tordu. L'otage de Daesh qui a vécu l'évangile jusqu'au bout. Ouais, je voulais rien dire, tu vois. Je voulais être bien. Alors, cet édito, je me suis dit, je vais essayer d'être un peu clean, tu vois, de pas choquer. Et là, non, là, on tend la perche. Et si, on tend la perche. Vas-y, Kayla Muller. Non, bien sûr que non, je vais pas accepter. Matt, Peggy la cochonne américaine. Voilà. C'est dégueulasse ce que je dis. Ouais, mais je m'en balance. Non, mais c'est... Sois intelligent. Ne t'arrête pas à cette remarque sexiste et misogyne. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que là, on a affaire à un article niais pour titiller ton a priori ou l'a priori de certains et pour les emmener dans une direction. Et voilà. L'État islamique, c'était en 2015, elle a refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Tu sais, l'histoire à la con, t'en as rien à foutre en fait. Elle aurait dû rester en cellule là-bas en Syrie. Kayla, si, Kayla, mais même le prénom, c'est bidon, tu sais, on dirait une série et tout. Voilà. Mais ils te mettent ça pour atténuer la souffrance des Palestiniens. Et pour que dans ta tête, tu penses islamisme, le Hamas, c'est des terroristes, c'est des islamistes. C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, Peggy la cochonne, c'est un con en fait. C'est du métalangage. Voilà, t'es dans une méta-TV, on te parle avec du métalangage. L'attaque du Hamas, replay, tu comprends? C'est pas fait par hasard, hein. Comment il s'appelle, lui? Lashraoui. C'était l'un des cadres de Daesh. Bon, en même temps, là, le thème, c'est Daesh, hein. Mais il mélange Daesh, la Syrie, Israël... Et puis là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Et oui, c'est qu'il y a des articles qui ont quand même quelques années. Allez, on revient sur la France, l'international. Non, le national, pardon. L'affaire du cycliste qui s'est fait foncer dessus par un mec. Le mec, il emmène sa fille à la speed.
Il est en retard. À l'ophtalmo, elle a 17 ans, sa fille. Il prend une piste cyclable, hein, comme font beaucoup de sans-gêne. Il roule sur le pied du type. Le type gueule. L'autre, ça le stresse. L'autre, il a le malheur de taper. Tu sais, quand t'es cycliste, tu tapes sur une voiture. Bon, ça, c'est pas un bon effet. En général, t'as envie de sortir parce que ça fait agression. Même si toi-même t'as agressé en marchant sur le pied. Le gars, cet abruti, il perd son sang-froid. Il recule. Hein, et puis, voilà, il recule, il avance. Et il l'écrase. Il part, et puis après, il revient 200 mètres. Il est en prison. Il a emmené sa fille à l'ophtalmo. Et là, encore une fois, je suis pas en train de me foutre de ta gueule. Il a emmené sa fille à l'ophtalmo. Le mec, s'il avait eu 5 minutes de retard, il aurait ensuite récupéré sa fille, serait revenu chez lui, et la vie aurait suivi son cours. Et il a eu un moment de stress et d'absence. On parle de la toxicité des villes, de trucs qui peuvent nous arriver à tous, un pétage de plomb. Il a pété les plombs. Je suis pas en train de l'excuser, j'en ai rien à foutre, hein, en vrai. J'essaye de comprendre, à travers le fait divers, j'essaye de comprendre ce qu'il y a à comprendre, ce qui est intelligent à comprendre. La toxicité des villes. Le cycliste qui se fait rouler dessus, qui s'énerve, qui est mort, pour rien. Et un mec en prison pour rien. Et c'était pas un bandit, une racaille ou ce que tu veux, c'était un type normal, il a emmené sa fille à l'ophtalmo. Et on a, eux, les charognards. Parce que eux, c'est comme un peu F de souche, ou c'est comme, quel que soit le truc, hein, ils vont aller chercher ils vont choisir ce qui les intéresse, et rien que ça. Et pour te dire, c'est toute la réalité. C'est-à-dire que là, tu as des centaines de personnes qui manifestent pour faire avancer leur cause. On roule tous en vélo à Paris, même si tu habites à 20 km et que tu as une famille qu'il faut faire des courses, tu te démerdes. Tous bobos. C'est-à-dire que eux, marcher ou pédaler pour des rues apaisées, eux, ils essaient de vendre leur cam à travers un drame. Un double drame d'ailleurs, parce que voilà, des deux côtés, voilà, c'était pas un bandit qui agressait des gens, et de l'autre côté, il a rien demandé, le mec il faisait du vélo. Tout est récupéré. Alors que voilà, tout est récupéré. Et eux donc, leur position, voilà, et tout est binarisé. Les vélos contre les voitures. C'est peut-être pas ça le problème. Hein, surtout quand je vais à Paris, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les vélos déjà. Après, j'ai l'impression qu'il y a un total, le vélo contre la voiture, et il faut qu'il y en ait un qui gagne. Et on se déteste. Et toute la politique, toute l'analyse, tout le débat public de ces 15-20 dernières années, peut-être même un peu plus, depuis le 11 septembre, en fait, c'est ça. Aucune nuance, aucun... Si tu dis j'en ai rien à foutre, on va t'agresser. Quoi, les cyclistes? T'as pas honte, il y a un type qui est mort. Ouais, mais si j'en avais à foutre, ça le ressusciterait pas. Pas de nuance. Ou pas la possibilité de voir ça différemment. Voilà. Des rassemblements étaient prévus. Alors, des rassemblements étaient prévus à la même heure dans les mairies de nombreuses autres villes de France à l'appel de Paris-Ancel, Paris-Ancel, Fédération française des usagers de la bicyclette. Ils ont tous une cam à vendre. Le vélo. Détrompez-vous, j'aime bien le vélo. Hein. Moi, je suis en vélo en ville. Hein. La voiture en ville, ça me casse les couilles. Donc, vous voyez, je suis même pas anti-vélo. Moi, je suis pro-vélo en ville. C'est juste qu'à un moment donné, le vélo, il n'est pas tout seul. Parce que tu as des gens, ils n'ont rien compris aussi. Les mecs, ils roulent en vélo, mais ils roulent au milieu. À 20. Il y a une voiture derrière, elle roule à 40. Et tu veux pas la laisser passer. Ça aussi, on en parle. Ou pas. Ou les vélos qui passent n'importe où et quand tu es en voiture, tu as du mal à les voir. Ça aussi, on en parle. Parce que tu peux être à vélo et en voiture. Il y a un problème des deux côtés. Donc, il y a peut-être un dialogue à faire plutôt que d'interdire. Et là, on veut interdire quoi? Les 4x4, les SUV, qui roulaient comme un fou. Ah, les 4x4. Parce que c'est un gros capitaliste, un gros rupin. Si, c'est ça, mais c'est tout ça qui est traité. Sur un fait divers dramatique. On va interdire les 4x4. T'as même un mec, un communiste, un député communiste, le mec, qui a demandé à ce qu'on interdise les 4x4. Les gens, ils ont dit, mais pourquoi? Non, la voiture, c'est mieux. On en est là. Alors, et demain, par exemple, il y a un mec qui... On va interdire les couteaux aussi. Si, il faut interdire les couteaux. Il faut interdire les rasoirs. Il faut tout interdire, en fait. La stupidité de la réaction. Mais c'est comme ça que tu angoisses les gens et que tu produis de plus en plus de contenu toxique et angoissant qui gagne nos esprits. Comme nos esprits font notre réalité, eh ben notre réalité elle est toxique, elle est pourrie, on s'auto-alimente de ça et à la fin on devient drogué. Regarde, j'en fais des éditos moi. À la base, il n'y a personne qui m'a mis un flingue là pour me dire fais un édito sur toutes les nouvelles de merde du monde et de France et de Navarre aussi. Et je le fais moi-même.
Je vais sur YouTube, je vais aller voir des contenus, mais petit à petit, je me retrouve avec des contenus toxiques. L'autre il fait ça, l'autre il fait bon. Sauf que bon, je le fais en privé, je le fais pas sur ma chaîne, mais c'est pareil, c'est pareil. Mais c'est lié à ce traitement de l'information. Systématiquement, voilà, quel que soit le titre. Alors là, on est le Figaro, en plus Figaro, c'est pas... Enfin bref, c'est pas le Figaro d'avant. Hein. Alors, bon vas-y, me fais pas attendre l'ami. Bon, toujours la Moldavie. Alors ça, ça fait des mois qu'il est là. De Brezhnev à Poutine, blablabla, qu'est-ce qu'il y a encore? Donetsk, Mariupol, Lugansk, un voyage, enfin bon. C'est pas moi, j'ai appuyé sur la une internationale du Figaro. Ah, les fameuses ingérences russes. Dès qu'il y a une élection, c'est les ingérences russes. Est-ce que c'est Dominion, cette fois, qui vont, par satellite, aider les Russes ou pas? Voilà. Alors, je sais pas qui parle, là, mais... Ah, il parle, lui. Putain, c'est Kouchner. Bernard Kouchner estime que la guerre... Putain, même Kouchner te dit que la guerre, elle est disproportionnée. Alors que le type, en matière de léchage de sillonnard, lui... sa langue, elle est en S. Tellement il est... Ah, si, il faut le dire. Il faut balancer. Bah, il le dit timidement, mais estime que la guerre disproportionnée... C'est ça, c'est important. Tu vois, de lire entre les lignes. Mais le gars, il est tenu, sinon... Puis il est vieux, là, maintenant, il peut plus retrouver de boulot, donc... il est à Radio J, en plus, avec Frédéric Aziza, tu sais, Non, je risque d'être banni. Cet article, ça fait... depuis que Milei est président, ça fait 1 an qu'il est là. Le fou devenu lion en 6 mois de pouvoir. Non, le mec, il est arrivé, il a tout cassé, il a la moitié du pays contre lui, et voilà, il veut faire le libéral à la Trump, alors que les mecs, ils crèvent la dalle. Donc au bout d'un moment, où va l'argent? Voilà. Le gars qui arrive, vous êtes pauvre parce que vous êtes fainéant, il faut travailler, ouais, mais il n'y a pas de travail, mec. Enfin bref. C'est un démago, Milei. S'il vous plaît, c'est un démago. Voilà. N'importe qui peut te faire une super économie avec des beaux chiffres, mais tu te rappelles que tu vis dans un pays qu'à la base, le plus important de l'économie doit servir les gens. Donc si les gens ils font 4 boulots et puis ils meurent à 60 ans et puis ils gagnent rien et puis ils ont des vies de merde, tu sais, des trucs, tu pourras en faire un roman à la Émile Zola, et que tu as des super chiffres économiques, ça s'appelle libéralisme. L'ultralibéralisme, s'il te plaît, ouais, j'ai pas de chômeurs, bah ouais, tu les tues. Non, je veux dire, les gars, ils sont à la soupe populaire. Ah oui, en travaillant. Voilà, la financiarisation de l'économie, elle t'a ramené de nouveaux pauvres, des gens qui dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un boulot, et ils n'ont pas assez d'argent pour se loger. Il y en a plein en France. J'en connais. Enfin, j'en ai connu. Alors, Géorgie, la tournée du roi Charles. Attends, les républicains australiens espèrent que Charles III sera leur dernier roi. Ah, ils veulent quitter le Commonwealth. Et ils sont tellement pro-américains que c'est étonnant qu'ils ne l'aient pas fait avant. Singapour, ok. Vous voyez, bon. Et là, regarde, il dit pas tout à fait la même chose, là. Comment faire pour ne pas être antisémite quand on voit les dégâts de l'armée israélienne à Gaza, demande Bernard Kouchner. Mais c'est quand même tordu. Autant j'aime bien son guerre disproportionnée devant Aziza, autant il dit ça d'une autre manière, et là c'est un filou et c'est un vicieux. C'est-à-dire qu'en gros, là il te dit que soit tu es contre les dégâts à Gaza et donc tu es antisémite, même s'il t'excuse, il comprend, il te piège le mec, hein, il te fait rentrer dans la pièce de force en disant c'est pas grave, t'as voulu rentrer là. Ou alors, t'es pour l'armée israélienne, et t'en as rien à foutre des dégâts. Et t'es pas antisémite. C'est-à-dire, si t'es antisémite, t'es pour les Palestiniens, si t'es pas antisémite, t'es pour l'armée israélienne qui prétend représenter tous les Israéliens, ce qui est pas vrai. Alors, je vais vous mettre là... Ah, je vais mettre un truc important là, vous allez voir. Parce que, encore une fois, on veut nous faire croire que, voilà, si tu soutiens les Palestiniens, ou si tu oses dire des choses évidentes, ou des choses avec neutralité, ou des choses avec nuance, tu fais forcément l'apologie du terrorisme, sauf que la terreur, c'est pas nous qui la produisons, et c'est pas ceux dont on parle, c'est les autres, ceux que vous protégez. Donc, et en France, on est plus zélé. Parce que, vous allez voir. Alors les amis, donc ça c'est quoi? Voilà. Plus de 1000 Israéliens ou franco-israéliens, dont des universitaires et des artistes, appellent la communauté internationale à appliquer contre l'État hébreu toutes sanctions possibles afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Ben, c'est-à-dire que ma monnaie, derrière, il y a 20 000 tonnes d'or qui la représentent, et 20 000 tonnes d'argent.
et du terrain. Voilà, ma crypto, derrière, il y a tout ça. Et des usines. Et ceci, et cela. Tout ceci gâche cet argent. Il n'est pas basé sur du vide comme le dollar. Quant à ça, tu sais que tu as le droit à une part de ceci, une part de ceci, une part de cela. Parce que si ma monnaie elle s'effondre, j'ai assez de richesse pour. Ce qui fait un peu tenir le dollar, c'est ça, hein, c'est que les Américains continuent à être riches. Hein, c'est un pôle de puissance. Hein. C'est pas le premier pôle, c'est le pôle européen. Voilà, donc on a ça, non? Sympa, non? Et donc à Kazan, voilà. Tu vois, l'Égypte qui fait face à une pénurie de dollars pour financer ses importations, voilà, elle trouve son intérêt à aller voir. L'Iran. Donc, par exemple, le cas algérien. L'Algérie a été mis en attente. Et c'est un service qu'on lui a rendu. Voilà. C'est ok. Tu vas rentrer. Il y a des bons signes. Hein, c'est les relations, la relance des relations entre l'Inde et l'Algérie, l'approfondissement des relations. Ça veut dire que voilà, elle doit faire des changements pour rentrer. Donc, elle doit améliorer son économie ou surtout je crois que c'est surtout son système bancaire. Enfin, il y avait quelques trucs qui coinçaient. Ça a été un service, mais ça va lui permettre de rentrer dans un système où elle sera pas à la merci. Elle sera pas face à une insécurité financière ou économique. Elle sera avec des gens qui chercheront pas à s'ingérer dans sa souveraineté, dans ses affaires intérieures. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y aura deux systèmes. T'es pas obligé de quitter totalement l'un. Tu peux être dans l'un et dans l'autre. Les BRICS, c'est par exemple l'Inde et la Chine, c'est pas des amis. Hein. Ils sont pas du tout amis, hein, surtout là en ce moment. Pourtant, ils y sont. Donc encore une fois, voilà, les BRICS, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, c'est ça qu'il faut comprendre, et puis que vous avez compris, bien évidemment, mais à un moment donné, il y avait quand même un malentendu. Certains pensaient que voilà, que c'était l'OTAN et l'Union européenne en même temps, non. Toujours. Revenir aux fondamentaux. On a les systèmes anglo-saxons qui se sont imposés par la ruse, par le rapport de force et par la domination. Le système financier, c'est ça. L'Union européenne par la ruse, par la force, par la domination ensuite. Dès qu'ils ont été assez puissants. Là, les BRICS, c'est une autre manière de voir le monde. De manière multipolaire. Chacun vaut l'autre. Ce que tu fais chez toi, c'est pas mes affaires. Et on va faire du business, il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà, tu es d'accord, je suis d'accord, parce que tout le monde doit gagner. C'est pas il y a un gagnant, il y a un perdant. Et il est clair que les Américains n'ont aucun intérêt à ce que ça réussisse. L'usurier n'a pas intérêt à ce que tu aies à côté quelqu'un qui fait tourner ton économie plutôt qu'il la parasite. Et là, encore une fois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le capitalisme fou, je critique pas le capitalisme, mais un capitalisme fou, quand il arrive en bout de cycle, il est obligé de purger le système pour repartir de zéro et ainsi de suite, et relancer son cycle. Et donc, les USA ont tout intérêt à ce qu'une guerre se produise en Europe, une guerre qui mettrait à mal la Russie, qui mettrait à mal les BRICS, parce que c'est leur survie. Aujourd'hui, les Américains ont très peu d'années pour réagir aux BRICS, à la Russie et à la Chine, sur un plan militaire, sur un plan économique, sur un plan diplomatique. Si les Américains ne font rien, dans 10 ans, c'est fini. C'est les autres qui prennent la main. Et là, c'est fini, même ton armée, elle ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi, encore une fois, on vous dit que la guerre est imminente. C'est parce qu'il n'y a pas de choix. Cette guerre, elle est voulue pour détruire un système qui ne fonctionne plus et pour en amener un autre qui s'appelle le nouvel ordre mondial. Et c'est toujours les mêmes personnes ou les mêmes générations de toute manière. C'est juste, leur objectif à eux, c'est d'assurer la transition pour qu'ils puissent passer au nouveau système et qu'ils restent de manière cachée. Derrière, et je parle de lignée, le gars, il va pas faire 300 ans. Le nouvel ordre mondial est censé pour eux être l'âge d'or qui ramène Saturne, et eux, ce sont les prêtres de Saturne, donc ça les intéresse tout ça. Et même ceux qui ne parlent pas de nouvel ordre mondial te parlent d'âge d'or à venir, avec l'IA, avec les villes futuristes, tout ça. C'est ça, tout va être gratuit, un revenu universel, les drogues gratos, tout, voilà. Un être humain larve, qui sera là juste que pour assouvir des sens, sans même en avoir de satisfaction.
Hein, puisqu'au bout d'un moment, si on te donne tout, t'as plus aucune satisfaction. Un humain qui va évoluer forcément, physiquement, intellectuellement, et qui sera devenu une larve, c'est ça. Les briques, c'est autre chose. C'est le vrai monde. Voilà. Où la voix d'un Brésilien vaut la voix d'un Indonésien, vaut la voix d'un Chinois, et où le Brésilien, il peut faire sa vie sans que personne vienne lui faire une leçon de morale. Parce que personne n'a intérêt. Ce qui intéressera les autres, c'est de travailler avec lui. Un autre nouvel ordre mondial, mais basé sur un multipolarisme. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire, en tout cas sur le sujet. On évoquait cette fameuse attaque, mais c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Non, parce que quand il leur arrive un truc, ils accusent toujours celui qu'ils ont intérêt à accuser. C'est le Hezbollah qui envoie le drone. Israël affirme que l'Iran payera pour l'attaque présumée d'un drone du Hezbollah contre la maison de Netanyahou. Bon, déjà, l'Iran fait que payer, donc finalement, ce que vous lui proposez, ça va pas changer de l'ordinaire. Mais je comprends pas, c'est un drone du Hezbollah. Tu vas taper l'Iran, parce que tu veux taper l'Iran de force. Hein, pour que les Américains s'impliquent et les Occidentaux par leur tignasse. C'est ça le plan. C'est pas qu'ils viennent contre le Hezbollah, c'est qu'ils viennent contre l'Iran. C'est ça, ta manip. Donc tout vient de l'Iran. Tout. Ça me fait penser à ces histoires d'ingérence américaine aussi, informatique. Quand ou ces attentats comme Lockerbie. Un jour c'était la Libye, le lendemain c'était l'Iran, selon l'ennemi du moment. Donc au bout d'un moment, ils leur ont dit, attendez, choisissez quand même. Ils ont dû tirer à pile ou face. 3 drones lancés depuis le Liban, le 19 octobre, contre la maison de Netanyahou à Césarée, dans le centre d'Israël. Les gars aussi, en matière de renseignement, ils sont pas débiles aussi. 2 interceptés, 3e a réussi à atteindre la maison hautement sécurisée. C'est ça qui est important. Il lui montre que lui aussi peut être tué. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Le Premier ministre et son épouse n'étaient pas chez eux au moment de l'attaque. Bon, après, ça c'est ce qu'on nous dit de toute manière, mais c'est intéressant, voilà. De voir que il y a une tentative de riposte symétrique. Hein, on a une guerre où tu as à la fois de l'asymétrie et de la symétrie en défense. Une réponse défensive symétrique, c'est tu me tires dessus avec des missiles, je te renvoie des missiles. Une réponse asymétrique, c'est tu me bombardes avec des avions, ben moi je vais envoyer des kamikazes, porter les bombes. Ah ouais, tu les amènes en avion, moi je les amène à dos d'homme. C'est ça un kamikaze, hein, ou alors un avion aussi, c'est un kamikaze, enfin pour ce qu'il fait. Je pense que le kamikaze, oui, c'est pareil, c'est un porteur, c'est un vecteur. Là, on a de la symétrie. C'est bon signe. Quand on essaye de répondre en symétrique, c'est qu'il y a encore de la réserve. Après l'attaque du drone, Netanyahou, comme d'habitude, c'est l'Iran, les agents de l'Iran qui ont tenté de m'assassiner. Non, c'est un drone, mec. C'est pas les agents de l'Iran, mais réveille-toi, c'est un drone qui vient du Hezbollah. Qui est ami avec l'Iran, mais apparemment, t'es spécialiste en amalgame. Le ministre de la Défense, Yoav, putain, voilà le nom. Laisse-toi appeler Yoav, comme tout le monde. Yoav Gallant a également déclaré que l'attaque visait essentiellement l'État d'Israël et ses symboles gouvernementaux. Waouh! Oh la puissance! La puissance de tout, d'analyse, waouh! Je pense que c'est le meilleur ministre de la Défense qu'Israël ait pu avoir. T'imagines un peu? Le Hezbollah en guerre avec Israël envoie un drone sur la maison du Premier ministre israélien, et l'autre qui vient de dire c'est Israël qui était vissé et ses symboles gouvernementaux. Bah oui, c'était leur Premier ministre. Mais quand on a que ça à dire, il faut pas le dire. Il a averti que les services de sécurité israéliens continueraient à attaquer tous les acteurs terroristes. C'est toi le terroriste, et frapperait avec force tout ennemi, c'est ce que vous faites. De toute façon, depuis le début, vous donnez pas le choix aux autres. Hein, vous les poussez à la folie, ils vont y aller. Voilà. Nos actions partout au Proche-Orient l'ont prouvé jusqu'à présent et le prouveront encore à l'avenir. Les tentatives, blablabla. Elles prouvent quoi tes actions? Tu es dans une fuite, dans un carnage, enfin, tu es dans une fuite désespérée, une fuite sans retour, qui provoque un carnage, qui provoque déjà des dégâts irréversibles, et que tu mets en danger tout ton pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est tes civils qui, à un moment donné, malheureusement, les autres ont beau essayer de les éviter, à un moment donné, voilà. Le président de la Knesset, Amir Ohana, vous savez, c'est le voyou qui a menacé la Russie d'un attentat peu
peu avant qu'il y ait l'attentat du Crocus. Bizarre, bizarre. Ouais, ces gens ont aussi le pouvoir, hein, c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir d'annoncer des attentats. Après, quand t'as des gens qui commencent à se poser des questions à savoir pourquoi ces attentats vous les annoncez, comment vous faites, c'est bizarre, ils vous servent ces attentats plus qu'ils ne vous desservent. Non, là t'as pas le droit de le penser. Par contre, ils t'annoncent à l'avance que tel pays risque d'être châtié. Et il est châtié. Je sais pas, une sorte de Garci mort le mec. Ben, lui il va déclarer quoi? Sûrement un truc intelligent aussi, par l'intermédiaire, c'est que c'était l'Iran. Par l'intermédiaire de son mandataire, le Hezbollah. Alors là, il n'y a même pas d'effort de mise en scène. C'est 3 clones. Donc c'est Netanyahou et Netanyahou qui disent la même chose. En croyant qu'en le disant 3 fois, ils ont commis une grave erreur en attaquant la maison de Netanyahou. C'est ce qu'il dit Amir Oana. Putain, mais sérieux, quand t'as des conneries à dire comme ça... ils ont visé les symboles gouvernementaux israéliens. Ouais, c'est le Premier ministre. Ils ont fait une grave erreur. Parce que tu penses que les Iraniens, ils se sont dit, tiens, je vais envoyer un drone, je vais essayer de buter Netanyahou, et puis bon, ça marche pas, c'est pas grave, ça se verra peut-être pas. C'est pas trop, c'est une petite erreur. Une petite erreur de calcul. Ils en payeront le prix. Par contre, quand on décortique votre langage, c'est le prix, la vengeance, la terreur. Ils regretteront d'avoir appris à piloter un avion en papier sans parler d'un drone. Après, le côté raciste, ils ont des pirogues et nous, on a la technologie. Et les Israéliens, ceux du côté d'Oana, vous vous rappelez quand les gens racontaient de la merde sur vous, les gros racistes, vous faites pareil, voilà. Ils ont appris, non, c'est pas un avion en papier, c'est un drone. Et les Iraniens, espèce de tête de nœud, ils ont démontré à tout le monde qu'ils avaient l'une des meilleures balistiques du Moyen-Orient. Et qu'en matière technologique, voilà, donc ton petit racisme de touriste occidental qui arrive dans un pays pauvre, tu peux te le garder, c'est simple, qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, encore une fois, tu vois, la classe politique, on dirait des beaufs, Amir Oana, c'est David Bérébi, il pourrait faire de la politique, David Bérébi. C'est le même niveau, hein. C'est le même niveau. Niveau hystérique. En réponse à ces accusations, la mission permanente de l'Iran... parce que vous leur avez répondu, vous êtes trop con. Il n'y a même pas besoin. Voilà, 3 drones infiltrés, maison du Premier ministre, boum, ça tape, ça touche pas, c'est pas grave, t'es averti. Là, on t'a marqué la prochaine fois, tu vas passer ad patresse. C'est pas moi qui le dis, c'est le Hezbollah. Voilà. 2400 morts quand même au Liban, hein, pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pendant ce temps, en Syrie, c'est des Irakiens. De l'Iran, hein. Il n'y a aucun sunnite, il n'y a aucun pays arabe, il n'y a rien. Les gars, ils se démerdent tout seuls, ou heureusement qu'il y a l'Iran pas loin. Puis la Russie, la Corée du Nord. Je le dis vite fait. Parce que c'est surtout... ils doivent déjà leur survie à leur courage. La résistance islamique en Irak. Et là, le islamique... Tu vois, moi je ferais de la communication, je le changerais le terme, parce que les Israéliens et dans le monde occidental, ils jouent sur ce terme islamique qui ici n'est pas du tout intégriste, c'est un adjectif. C'est la résistance de l'islam, résistance islamique. On est d'accord. Voilà. Mais eux, ils vont l'utiliser parce qu'ils vont l'utiliser pour t'amalgamer avec Daesh et tous ces gens qui utilisent le terme islam ou islamique. Voilà, donc moi je dirais la résistance irakienne. Point. Donc eux ils sont sur le Golan, ils se battent contre les Israéliens. Ils ciblent, ils balancent des tuyaux. Alors bon, on a compris que c'est un proxy iranien, hein, mais voilà. Alors c'est des drones. Alors les drones qu'ils envoient, c'est des Shahed 101. On va voir ce que c'est. Un Shahed 101. Enfin moi je connais déjà. C'est une munition rôdeuse. C'est pas le Shahed 136. Le Shahed. Alors on y va. On y va les amis, on y va. Shahedon. Shahed Starfat. Tu sais ce que ça veut dire? La Shahed 101 drone, tiens. Ouais, on va aller là, aviation militaire, c'est bon là. C'est bon pour le moral. 2013, le Shahed 101 est révélé au grand public. En 2023. Alors attends. Mais putain, faut aller apprendre à écrire un peu. Excusez-moi, je râle, mais bon, je suis français, j'ai le droit. En août 2013, le Shahed 101 est révélé au grand public en 2023. Ah ouais. Ah mais je vois qu'il n'y a pas qu'en Israël, il n'y a pas que dans l'état-major israélien qu'on a des bons. Je la relis. Tu vas trouver par toi-même.
En août 2013, le Shahed 101 est révélé au grand public en 2023. Voilà. Non, bon, après, je joue au con, mais... non, mais sérieux, c'est un site ou c'est un souk ou un site? Lancé en 2013, le projet Shahed 101 est révélé au grand public en 2023. C'est pas sorcier. C'est à moi de te faire ton article, Yahmad. Par la DIA. C'est la DIA. Ou alors c'est moi. Non, il m'a embrouillé. La DIA a révélé. Non, parce que il m'a embrouillé, excuse-moi. En août 2013, la DIA elle révèle le truc en 2023. Non, en fait, je pense que le truc il apparaît en 2013, mais que la DIA qui suivait l'action l'a révélé que 10 ans après. Voilà. Et puis, d'ailleurs, attends. Tu sais quoi, ça me casse tellement les couilles. Et à toi aussi, que moi je vais aller mettre ça au clair. Quand tu veux mettre un truc au clair, allez, tiens, on va sur Aurora Israël. Ouah, ça fait Aurora, Jean-Pierre Petit, les humides, tout ça, tout ça. Vas-y, Aurora, qu'est-ce que tu me fais? Tiens, on va enlever ça. Il y a une perte de puissance au niveau de mon ordinateur. Il fonctionne au silex. Alors, à moins que ce soit des ingérences iraniennes. Si, c'est possible. Ah, on y arrive. Un drone d'attaque unidirectionnel. Unidirectionnel. Il va dans une direction. Consentir. Ah ouais, non, mais c'est un truc israélien. Ils vont me suivre. Après, ils vont me lancer des missiles. Non, je consens pas, Caston. Allez, hop. L'Iran fabrique et fournit le Shahed 101. Un drone d'attaque. Voilà. C'est une munition rôdeuse. Ah, mais il n'y a que ça. Hein. C'est même pas un article, ton truc, c'est une étiquette. Bon. 900 km de portée. La vitesse, elle n'est pas connue, mais bon. Hein, quand tu as une vitesse de croisière de 120 km, le speed, il est à 250 à peu près. Grand max. La tête, l'ogive, 8 kg. Donc tu vois, ça casse pas une tourelle à un char. Mais ça va toucher, ça va faire de l'antipersonnel et de l'antimatériel et de l'anti-véhicule blindé léger. Ça tourne à l'électrique et au fioul. Et altitude maximum, alors 10 000 pieds, c'est quoi ça? Putain, 10 000 pieds, c'est quoi? C'est 3 km. C'est bien parce que c'est pas cher. C'est bien parce que ça t'occupe. Mais après, bon, voilà, quoi, c'est pas la panacée. Attention, voilà, quand on parle de drone, on peut parler de drone à 10 millions HAL Predator, qui te fait tout le café, la télé, il te fait des éditos, tout ça. Et on peut parler de drones à 20 $ aussi, qui ne font pas la même chose. Là, on parle de munitions rôdeuses. Voilà, bon, le truc fait pas son boulot. On va revenir en arrière. Non, mais je veux des explications. Je veux savoir quand est-ce qu'il sort, ce putain de drone. Voilà. Et là, tu vas avoir que des articles. Alors, attends. Le Hezbollah a introduit pour la première fois les drones Shahed 101 dans leur confrontation. Donc ça commence à sortir maintenant. Voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est la date. Alors attends, je réfléchis là. Mais s'il les déploie que maintenant, ces drones, c'est que ça doit être de la dernière ou avant-dernière génération, je pense. C'est surtout que les Iraniens là, viennent de les fournir, hein, parce qu'ils ne les avaient pas, ça. Mais il y a moyen d'avoir le Shahed en Wikipédia? Parce que au moins, oui, je te donne certaines indications intéressantes. Voilà, désolé pour le retard, mais moi je veux savoir. Tu as le 131, tu as le 129, tu as plusieurs modèles. Shahed, c'est une famille. Voilà, tu vois. Alors, le 5 décembre 2011, le gouvernement iranien a saisi un drone américain, RK Sentinel. Ah, c'est du drone, hein, tu vois la gueule. Tu sais que ça coûte un max de pognon, ça. Hein. Non, et puis c'est bon, hein, c'est pas de la merde, hein, attention. Hein. C'est américain, en matière de drone, ils sont pas mauvais, les Américains. Sauf qu'ils font des drones de luxe, c'est des mecs, des drones qui te surveillent constamment. Ils ont une autre doctrine d'utilisation du drone. La doctrine d'utilisation du drone comme un mini-avion, comme un obus, comme un petit missile, comme un œil que tu jettes. Là, elle est arrivée avec la guerre en Ukraine, elle est arrivée de l'autre côté. Hein, parce que la vision du drone, c'était justement le problème du drone, c'est que ça a plus d'un siècle, mais que l'armée de l'air a toujours refusé le drone parce qu'ils se sont dit, il va remplacer l'avion à un moment donné. Ce qui est pas faux. Donc ces drones en Europe, on les a surtout vus. Il y avait des drones d'artillerie pour voir les tirs d'artillerie, pour faire les relevés, voilà. Mais on les a surtout vus dans la surveillance.
HAL, haute altitude, longue endurance. Les drones israéliens comme qu'est-ce que tu as? Tu as le c'est un nom d'oiseau. Ça me reviendra, mais tu as le. Enfin, t'en as toute une flopée. Bref, c'est pas le sujet, mais t'en as toute une flopée. C'est pour surveiller. Voilà, c'était pas pour attaquer. Donc, les Iraniens ils tombent dessus. Ils font de la rétro-ingénierie. Il est quand même tombé grâce à une unité de cyberguerre iranienne. Donc, quelque part, les Iraniens maîtrisent un petit peu. On l'a vu là, lorsqu'ils ont envoyé leurs missiles, les 300 missiles sur Israël. Il y a eu une attaque, une cyberattaque qui a dû quand même bloquer pas mal de centres radars de la défense antiaérienne. Ils ont une certaine expertise. Donc Shahed a ensuite procédé à la rétro-ingénierie, etc. Ça a donné le Shahed 171, le Simorgh, le 191. Donc là, on est dans le Shahed à pognon. Ceux-là, ils font pas $20. Mais ils font toujours moins que le Sentinelle. Voilà. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est le 101. Et il est toujours pas là. Et ça me... Non, il faut que je me calme. On a le 107 révélé en 2024. On a le 121 en 2016. On va essayer de trouver. Le 129. Le Gérant, c'est qu'un Russie. Gérant, c'est le nom russe qui ont repris la licence. C'est le 131. Mais moi, j'ai toujours pas... Alors, ceux-là, c'est le Saeg 1 et 2, c'est encore autre chose. C'est un drone et le volant propulsé. On n'a pas. On a Walou. Attends, mais moi je perds pas le Wikidata. Allez, Wikileaks. Waouh. Waouh. On veut toujours pas me donner la date. Et moi c'est important. Ça sert à rien ton truc en fait. Wikileaks. Écoute, voilà, j'ai pas. On est incapable de savoir quand est-ce que... Alors, si je me base sur la numérotation, c'est le 101, donc il est pas récent. Je pense, ouais, peut-être qu'il a été lancé en 2013, ça correspondrait. Non, mais j'ai besoin de savoir. Tu crois que je suis en train de chipoter, mais non, j'ai besoin de savoir. Bon, après, vous avez tout un tas d'articles quand vous remontez un petit peu. Bref, on va oublier un petit peu ça. Le Shahed 101. Et on va revenir à... Alors, on était où? Attends. À moins que j'ai quitté. Bref. Non, après, on va... Non, arrêtez avec vos vidéos, là. C'est bon. Avec vos bruits de tondeuse et tout. L'armée israélienne perd 2 autres soldats. Alors tu me dis, ouais, mais c'est que 2 soldats, les autres en face, ils en ont perdu 300. Ouais, mais ça se bat encore. Des chasseurs de chars palestiniens, c'est des petits groupes comme ça qui essaient de circuler et qui ont de l'anti-char et qui essaient d'immobiliser un char, voilà. Sur du Merkava, sur du char de combat, c'est... T'as des images, après tu iras voir sur South Front. Mais ça montre bien que voilà, ils peuvent tuer qui ils veulent, Sinoir, Roger, qui tu veux. Tant qu'il y aura des Palestiniens, il y aura des combattants. Voilà. Et sur le terrain, Netanyahou multiplie peut-être les coups d'éclat, parce que c'est des coups d'éclat quand même. Mais stratégiquement et tactiquement sur le terrain, il gagne pas. Je suis désolé, c'est tout. Voilà. Il peut raser tout Gaza et faire 100 000 morts chez les civils, il gagne pas. Il devait éradiquer le Hamas il est encore là, il se bat. Quant au Hezbollah, il est loin d'être affaibli. Elle est là la réalité. La guerre, c'est pas juste des bombes et des missiles, c'est aussi tu joues aux échecs, voilà. Le Hezbollah intensifie ses attaques le 20-10 dimanche. Les Israéliens, tout ce qu'ils peuvent faire, et quelque part il y a un aveu d'impuissance avec leur bombardement aérien, parce qu'ils avancent pas, ils peuvent pas. Quand on est dans la vraie guerre, j'arbitre quoi que les bombardements aussi, malheureusement c'est de la vraie guerre, chacun utilise ses armes, ne soyons pas démagos, soyons honnêtes. Mais eux, ils se livrent quand même à une guerre de lâche, parce que sur le terrain, voilà. S'il n'y a pas le stock américain, s'il n'y a pas les radars anglais, s'il n'y a pas les radars américains aussi, s'il n'y a pas tout ça, ils feraient rien. Pourquoi je te dis ça?
Parce que eux, pendant des années, ils ont essayé de faire croire que les Arabes c'était des gros cons et qu'eux, ils étaient super intelligents et qu'avec 3 hommes, ils en ont fait des films avec 3 hommes et 2 bouts d'avion, ils avaient réussi à vaincre des forces immenses. Ce qui était faux. On avait des pays arabes sous-développés avec des armées à la soviétique qui n'avaient aucune expérience, qui ont été dirigés par des chefs à la con et qui n'avaient pas... En face, les gars étaient aidés par tout l'Occident en matière d'armement, en matière de radar, en matière d'approvisionnement, en matière de tout. Quelque part, quand tu as affronté Israël, à chaque fois, tu as affronté les USA. Donc les défaites arabes, faut les relativiser aussi. Hein. Voilà. Et eux, ils n'ont pas écrit des bouquins pour te réinventer le truc. Parce que c'est la spécialité des Israéliens, c'est la spécialité aussi des Anglo-Saxons, c'est de réécrire l'histoire. Les mecs te font croire à 3, ils ont monté un kibbutz, ils étaient gentils, les autres ils sont cons, ils sont méchants, mais grâce à 2 fusils, dont un fusil Lebel, donné par un bourguignon, ils ont réussi à abattre toute l'armée égyptienne. Non, ça marche pas comme ça. Ils ont toujours été plus puissants et surpuissants. Et les autres, ben, malheureusement, de toute façon, ils sont pas aidés. Donc voilà, tu peux détruire des centres de commandement, tu peux détruire ce que tu veux, tu as déjà perdu cette guerre. Qui n'est pas encore finie. D'une manière ou d'une autre. Les affrontements à la frontière libano-israélienne ont éclaté après le début de la guerre dans la bande de Gaza, le Hezbollah, blablabla, ça avance pas. On va aller voir des cartes. Hein, tu vas me lâcher de la carte un peu? Je vous ai montré, mais j'ai envie de vous remontrer. Alors, le 19. Le 19. Alors, bah tiens, c'est ça là que je voulais vous montrer. 2 cartes. Alors. Voilà. Ils n'arrivent pas à entrer. La réalité. Le combat d'artillerie, petites incursions, mais ils ressortent aussi vite. Elle est là, la réalité. S'ils n'avaient pas leurs avions, ils ne pourraient rien faire. S'ils n'avaient pas l'appui américain, s'ils n'avaient pas les munitions, parce que ça coûte, hein, voilà. Sauf qu'ils ont tout à l'œil, parce qu'ils dirigent le monde occidental. Ça, tout le monde l'a compris. Le Golan, qui ne leur appartient pas, ils le tiennent en otage depuis 67. Et ils s'étonnent que les mecs leur tirent dessus des roquettes. Ben ouais, vous prenez leurs terres. Les fermes de Sheba qui sont pas à vous, vous voulez pas les rendre. Les gars, ils vont venir te parler d'antisémitisme ou je ne sais quoi. T'sais. Enfin voilà, donc là, écoute, on a fait le tour. On va y venir après ça. Alors, donc oui, c'est l'Iran, ils sont méchants, ils sont islamistes, tout ça, je te l'ai bien expliqué. Hein, tu vois, on a Giovanni Maria Vienne. C'est quoi? C'est ton père s'appelait Giovanni. T'écoutes Boris Vian, enfin non, elle est pourrie ma vanne, j'arrête de suite ma vanne, elle est pourrie là. Désabonne-toi, pas. Giovanni qui te dit, il y aura une fin des temps, mais la Bible ne dit rien de précis. Ah ouais. Même toi t'es un toc. Ancien directeur de l'Observateur roumain. Si, roumain. Osservatore Romano. C'est un historien du christianisme, comme Nota Bene, non? Il est spécialiste des textes les plus anciens. Ben voilà, et c'est ça qui m'intéresse. Le pape, là, il y a quelques jours, il aurait choqué une partie des catholiques en confirmant qu'il ne viendrait pas en... Alors, il y a quelques jours, 500 catholiques, je ne sais plus de quel pays, ont voulu être débaptisés parce qu'ils étaient outrés que le pape leur dise que l'avortement était un crime. Moi, ma question, c'est est-ce que ces gens ont lu le contrat avant de le signer au début? Non, parce qu'il faut être complètement con. Il est dans son rôle, le pape. La religion, c'est pas à la carte. C'est pas au menu, c'est tu prends tout un bloc. Ça, c'est un dogme. C'est pas je suis catho et chomo, je suis catho et je suis pour l'avortement. Ça marche pas comme ça. T'es pas au supermarché. C'est quoi cette mentalité? Donc, vous êtes aperçu, vous êtes catho, vous prétendez catho, vous êtes aperçu que l'avortement, c'est interdit. Et que ceux qui le pratiquaient pouvaient être considérés comme des tueurs. Et vous êtes choqués. Permettez-moi de vous dire, les gars, les 500, vous êtes complètement cons. Ou alors vous avez abandonné votre religion et vous avez cédé aux sirènes du coolisme. Non mais nous on est cool, on n'a rien contre personne, tout le monde. Ouais non mais c'est pas ça, quand tu es dans une religion, il y a des dogmes, hein. Tu prends tout, c'est pas. Tu prends tous les dogmes. Et ça en fait partie. Avorter, c'est tuer un enfant.
pour les catholiques, pour les musulmans, pour les juifs aussi, je crois. C'est pas moi qui décide, c'est pas toi, c'est pas dans l'air du temps, c'est pas une mode, c'est pas on fait un combat politique, on fait une manif. C'est soit t'es d'accord, c'est dans la religion, soit t'es pas d'accord et tu en sors. Ou alors tu restes entre les deux, mais bon bref, voilà. Et de là, de vouloir te débaptiser parce que tu te rends compte que l'avortement est considéré par l'Église comme un meurtre, un assassinat, permets-moi de te dire, toi, t'es complètement con, mais ça ne m'étonne pas, de toute façon, de l'époque. Voilà. Et le pape aurait choqué aussi, parce qu'il serait pas venu en France à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Il n'est pas venu parce qu'il sait ce qu'est Macron. Et ce pape, il lui reste un fond de catholicisme. Il sait ce qu'est Macron, et il y a un problème entre eux. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ils ont essayé d'édulcorer. Voilà, je voulais vous parler de ça aussi. Pas forcément avec le bon article. L'élection américaine, on va essayer de se faire un... J'ai envoyé des invitations à plein de youtubeurs, donc on va essayer de se faire un 5 novembre. On verra comment ça se présente. On n'a toujours pas de surprise d'octobre. Mais le mois d'octobre n'est pas fini, il reste 10 jours. Et puis on a voilà le traitement classique, donc Trump, tout ce qui fait pas bien, ou tout ce qui peut le rendre, tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être rendu négatif concernant Trump, vous est présenté. Voilà, Trump se moque d'Harris lors d'un gala organisé par l'Église catholique. Il faut savoir que les deux se balancent des pics, les deux se chambrent, c'est des meetings où chacun s'adresse à sa population, où chacun balance des bonbons, mais eux tout ce qu'ils retiennent c'est Trump, ils se moquent sans t'expliquer le contexte.